C'est l'anglophone qui a fait beaucoup de... La carte de ce pays change. L'hymne national change. Le drapeau de ce pays change. On le sait, monsieur le sénateur. Non, mais c'est que monsieur Ngefak, quand on parle à l'histoire, et l'anglophone c'est quelqu'un qui aime son histoire, hein, qui aime trop son histoire. Quand on rentre à l'histoire, vraiment vous n'aimez pas attendre de cette histoire. Donc vous voulez seulement voir les anglophones comme ça. Donc si on vous demande un jour, comment on s'est retrouvé que vraiment une partie de ce pays parle l'anglais et l'autre parle le français, vous pouvez dire que vraiment les anglophones ont choisi de parler l'anglais et les francophones ont choisi de parler le français sans dire comment on a... Les faits historiques, mais ça commence par là. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose. Ça commence par là, monsieur Ngefak. Il faut que je vous dise que les anglophones sont seulement le sort comme d'hier. Ils sont seulement malheureux. Parce qu'on leur demandait de choisir entre deux gens qui... entre Nigeria, ils ont quitté le Nigeria et formé leur gouvernement avant que vraiment on les pose la question de voter, de rejoindre le Nigeria pour avoir l'indépendance ou de rejoindre la République du Cameroun. Et pourtant, la République du Cameroun ont voté contre l'indépendance de Southern Cameroun. Et on les demande encore de vivre avec les gens qu'ils ont refusé de ne pas donner pour qu'ils n'ont pas leur indépendance. On demande que vraiment ils choisissent d'être indépendants avec la République et le Nigeria. Pourtant, la République a voté contre l'indépendance. Donc, c'est la raison pourquoi ces pays ne peuvent pas entendre que les anglophones parlent de quelque indépendance qu'ils ont eue. Donc, mais je dis seulement que je demande, s'ils n'ont pas eu l'indépendance, il faut les donner alors. Est-ce qu'il y a des peuples dans le monde qui n'ont pas l'indépendance et qui vivent sous l'esclavage? Donc, quand ils parlent de ça, on les balaye seulement. Mais la vérité va s'arrêter à triompher. Vous voyez? Merci. Alors, honorable, je viens à vous qui êtes à la chambre basse du Parlement. Cette crise sociopolitique a fait des milliers de morts, des réfugiés, des déplacés internes. Comment l'Assemblée nationale, en 3 années de conflit, s'en est préoccupé? Je voudrais revenir permettez que je revienne sur ce que vient de dire mon collègue sénateur. Je vais quand même revenir dessus, parce que j'ai l'impression que le collègue je refuse, je voudrais qu'on parle du Cameroun et des Camerounais. Je refuse qu'on mette anglophone contre francophone. Ce n'est pas du tout ma perception de ce problème. Instrumentaliser ce problème de cette façon me semble excessivement dangereux. Pour revenir donc à la question que vous me posiez... En 3 ans, comment au niveau de l'Assemblée nationale vous êtes préoccupé de cette crise? Ben écoutez, premièrement, cette crise est arrivée et le Parlement, l'Assemblée nationale, a eu le devoir de s'adapter. De s'adapter parce que je voudrais vous rappeler à toute fin utile. Non, et ne vous a pas arrêté quand vous c'est important de dire que je ne s'adapte aux crises. Non, je vais revenir. On s'adapte aux crises. Non, on m'a demandé ce que nous avons fait. Je vous dis que nous sommes. Non, mais je suis absolument. Je trouve que ce n'est pas très courtois en ce qui concerne. Monsieur le secrétaire général et le sénateur, de se comporter de cette façon. Mais je n'ai rien dit, hein. Non, je trouve que cette manière de se comporter ne me semble pas très élégante et je vais passer dessus. Depuis le début de cette crise, je vais vous rappeler à toute fin utile, et que c'est lorsqu'il y a eu la grève des avocats, je vais vous rappeler que c'est un parlementaire anglophone, député à l'Assemblée nationale, qui a mené la toute première négociation, la seule qui est conduite à la signature d'une résolution. Il s'agit de l'honorable Bami. J'étais là. Vous le savez très bien. J'étais là. Donc on ne peut pas dire, même si on peut considérer que cette initiative n'a pas reçu... On les a groupés dans la maison. Non. Allez-y, honorable. Cette initiative n'a pas eu l'assentiment que nous attendions tous. C'était une très bonne démarche et c'était les parlementaires du RDPC. Avec les avocats du Nord-Ouest, c'est le seul accord. Nord-Ouest et Sud-Ouest, c'est le seul accord tendant à résoudre ce problème qui a été posé. C'est un acte qui a été posé en tout début de crise. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, il a fallu, vous savez que nos assemblées, je parle sous le contrôle du professeur,
nos assemblées ont des canaux de fonctionnement. Nos assemblées ont des règles de fonctionnement. Mais ça ne représente pas tout est, non, tout est codifié. Hein? Et nous avons réclamé à l'époque un débat. Je pense d'ailleurs qu'à plusieurs niveaux de l'Assemblée. Vous savez que le Parlement, l'Assemblée nationale, n'a pas de monopole de l'ordre du jour. L'ordre du jour d'un débat, quel qu'il soit, n'est pas de la compétence première du Parlement. Mais je pense que de nombreux parlementaires, et vous le savez très très bien, et je pense que de nombreux parlementaires, de manière individuelle et parfois collective, permettez que très très modestement que je vous dise que j'ai largement parlé de ce problème avec de nombreux collègues. On ne peut pas dire que ce n'était pas une préoccupation. Ça a été une préoccupation de tous les instants. Même si le débat n'a pas eu lieu au Parlement, la plupart, vous savez, les parlementaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils soient du SDF d'ailleurs que du RDPC, sont des parlementaires déplacés. Pour la plupart. J'ai dit ça au Sénat. Est-ce qu'en tant que député, vous qui représentez le peuple, quand vous rentrez vers votre peuple, quand il vous demande pourquoi il n'y a pas de débat sur la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Parlement, qu'est-ce que vous leur répondez? Nous sommes dans un président. Je leur dis que nous attendons d'avoir ce débat. Vous savez que, généralement, et vous l'avez évoqué en début d'émission, vous avez parlé de la faiblesse des propositions parlementaires. C'est vrai qu'il y a une très grande faiblesse au niveau des propositions que font, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il y a une très grande faiblesse. Et lorsqu'on nous pose la question de savoir pourquoi nous n'avons pas été posé ce problème, les problèmes ont été posés, mais peut-être qu'ils n'ont pas été, et c'est parce qu'ils ne sont pas encore résolus, que nous voyons bien que nous ne pouvons pas en parler en triomphant. Mais ces problèmes ont été largement posés par des parlementaires, aussi bien du RDPC que des autres partis d'opposition, le SDF notamment. Alors Yannick Kenge, est-ce qu'un problème comme celui-là qui cause des morts, qui fait des blessés, qui fabrique des réfugiés, qui produit des déplacés internes, ne mérite pas tout au moins une enquête parlementaire? En réalité, c'est une situation exceptionnelle. Forcément, il faut une enquête parlementaire, du moins. Tout dépend en fait du fonctionnement du système politique. Parce que lorsque moi j'écoute les débats sur le Parlement, on ignore que le Parlement a été construit dans un processus historique. Le Parlement au Cameroun est une institution qui a été introduite pendant la colonisation. Et la construction du système parlementaire s'est faite dans le Cameroun francophone avec la mutation de l'ADCAM en ALCAM lorsqu'il fallait créer des conseils de gouvernement en application avec la loi cadre de Gaston Defferre. Et ce Parlement... C'était autrement. Alors dites-nous clairement ce que vous voulez démontrer. Oui, je voudrais en réalité dire que l'action du Parlement, et je parle sous le contrôle des parlementaires qui vivent la pratique, moi je peux aborder théoriquement, l'action du Parlement est encadrée par un règlement intérieur et des fonctionnements. Et généralement, si une commission d'enquête doit être menée sur ces questions, elle doit suivre la pratique parlementaire, le processus, le règlement intérieur du Parlement. Si le règlement intérieur prévoit, et s'il y a eu une introduction de volonté de faire une enquête parlementaire, on le fera. Surtout que vous savez qu'aujourd'hui, les parlements à travers le monde font même ce qu'on appelle les évaluations législatives. C'est-à-dire, on évalue l'efficacité et l'efficience d'une loi à partir de son effectivité. Donc, je peux dire que théoriquement, une enquête parlementaire est possible. Maintenant, dans le contexte camerounais, je pense qu'il y a des règles et des pratiques parlementaires qui aboutissent aux enquêtes parlementaires. Et justement, c'est dans ces pratiques-là, dans les logiques de fonctionnement du système parlementaire, que peut-être une enquête parlementaire peut être commanditée. Bon, maintenant, s'il faut demander mon avis sur la question, je parlerai simplement comme un universitaire. C'est que ceux qui sont
légitimes pour construire ces schémas d'action devraient peut-être le faire ou ne pas le faire. Tout dépend du fonctionnement du système et comment on actionne la norme. Parce que toute action doit toujours s'inscrire dans la légalité. Lorsque l'État agit, le premier principe, que ce soit le Parlement, que ce soit la commune, que ce soit les structures gouvernementales, il y a le principe du respect de la légalité. Alors, Maître Christophe Ndor, des enquêtes parlementaires, on n'en voit presque pas chez nous. Ghislain Pierre-Essot nous disait d'ailleurs que la dernière date de 1979 dans l'affaire Alucham, une affaire moins importante. Est-ce que c'est si compliqué d'initier une enquête parlementaire? Ce n'est pas compliqué. C'est la volonté politique des systèmes en place qui ne veut pas mettre une enquête parlementaire pour que la vérité sorte. On a beaucoup d'incidents dans ces pays. Le drame des Zeka, il devait avoir une enquête parlementaire à ça. Le truc de Sonara. Même Sonara. Voilà comment on a arrêté le chairman du SDF. Parce que s'il part là-bas, il va venir dire la vérité de ce qui s'est passé. Il faut nécessairement une enquête parlementaire. La crise anglophone, d'abord, les parlementaires devaient, ceux qui disent qu'ils sont avec les anglophones, le problème là, vraiment, ça les touche à cœur. Voilà le problème qui touche à cœur. Ils ne font pas cette proposition d'enquête parlementaire. Et maintenant, c'est pour dire, quand ce n'est pas convenable pour le système en place, et que ça va sortir, on bloque tout. C'est ça qu'on dit. Quand je vais dire ici, mon copanéliste à gauche dit que je ne connais pas les règles. Je ne connais pas les règles au Parlement. Alors que le règle au Parlement dit que si quelqu'un, private membership bill, c'est-à-dire un projet privé, est déposé à l'Assemblée nationale, il doit être étudié après 3 sessions. Depuis que l'OMS a déposé un projet pour le code électoral, 3 sessions est passées. Il devait avoir un sujet sur ça devant le Parlement. Mais il me dit encore que je ne connais pas les règles au Parlement. Je dis, même ces parlements n'ont pas... C'est là. Pourquoi tu penses qu'un parlementaire qui, avant de devenir député, c'est qu'on avait arrangé pour lui donner, il ne mérite pas pour venir dire à la personne qui l'a donné ses postes qu'il va dire, mets-moi une enquête parlementaire pour ouvrir les fesses dehors, que les Camerounais voient. Vraiment, si tu rigoles, ça ne peut pas se passer. Ça n'a jamais été fait et ça ne peut pas jusqu'à le gouvernement se passe. Alors, vous qui êtes au Parlement, peut-être vous en connaissez mieux. Est-ce que c'est si compliqué d'initier une enquête parlementaire? Vraiment, mon frère, il faut que je vous dise que les anglophones se sentent mal parce que leur système, n'est-ce pas? Qu'ils ont l'enquête parlementaire ne concerne pas seulement les anglophones. C'est facile avec les anglophones que les francophones. Parce que notre système était d'abord, le système à cette époque-là était d'abord système parlementaire. On ne peut pas nommer un ministre sans être élu. Vous comprenez ça? On ne peut pas nommer un ministre sans avoir la confiance de la population. Tous les ministres qu'on les nommait à cette époque-là, au Southern Cameroun, comme on dit là, au Cameroun occidental, étaient les gens votés. Sénateur Kemende, aidez-nous, y compris nos téléspectateurs. Oui. Est-ce que vous, qui êtes au Parlement, c'est si compliqué le problème, ça commence par les élections. Ça commence par les élections. Tout ce problème de pays ici. Oui. Si on règle le problème des élections, c'est que vraiment on a tout réglé. Parce que les gens ont leur choix, on impose un choix sur eux. C'est-à-dire, l'affaire des élections, si on veut mettre en place les vrais représentants du peuple, c'est-à-dire l'affaire de l'enquête parlementaire, ça peut passer sans problème, ça passe avec la facilité. Mais c'est parce que on cherche à gagner les élections à tout prix. Le système cherche à se maintenir au pouvoir à tout prix. Et par ces raisons, il fait c'est-à-dire, les élections, il fait gagner les élections à tout prix. Donc comme ça, tous les députés sont dans ces partis. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas avoir fait la magie pour que vraiment on peut former une enquête parlementaire pour que vraiment il part au terrain voir ce qui ne va pas. Le SDF a fait ça pour cette affaire de Montchepou.
Hein? Et c'était le début, et ça s'est arrêté là-bas. Parce qu'on a vu la conséquence de ça, on dit que vraiment jamais, ça ne peut jamais passer. C'est la raison pourquoi vraiment on peut faire la demande à plusieurs reprises. On ne peut pas. Si on fait que vraiment ça quitte de chambre de président, même du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ça arrive aux conférences de président. Ça va s'arrêter là-bas. On va dire que ça ne peut pas être admissible. Et ça s'arrête là-bas. Pourtant, vous voulez dire quelque chose? Mais moi, j'avais une petite question. Lorsque nous lisons la loi, on dit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement par des questions orales et écrites et peut demander une commission parlementaire. Vous voulez donc nous dire qu'il y a une violation? Dans ces gouvernements, ces pays, ces systèmes. Mais question que j'ai même posée. Il y a peut-être... Moi, je pense... Vous êtes là pour répondre aux questions, pas pour en poser. J'avais achevé mon idée. En réalité, moi, je comprends que le positionnement des parlementaires qui sont ici est très partisan et politicien. Et moi, je pense qu'il faut observer très bien la structuration du Parlement. Fondamentalement, vous êtes minoritaire et que, objectivement, les problématiques qui sont posées au Parlement, vous ne pouvez pas accuser le régime politique de rejeter vos recours. Si, quantitativement, qu'est-ce que la démocratie? Vous êtes minoritaire. Vous-même, lorsque vous regardez la structuration du Parlement, peut-être vous gagnerez davantage à travailler. Est-ce que ça ne conforte pas l'idée selon laquelle c'est l'exécutif qui contrôle le législatif? Est-ce que ça ne conforte pas l'idée selon laquelle c'est l'exécutif qui contrôle le législatif? En réalité, il y a une interaction entre les deux pouvoirs et qui est le produit de l'histoire institutionnelle du Cameroun. Par exemple, lorsque vous abordez la question de la Ve République en France, vous allez voir par exemple que la construction d'un exécutif fort s'est faite à l'issue des dysfonctionnements de la 4e République où plusieurs gouvernements sont tombés à tort et à travers. Parfois, il y avait une question urgente qui avait besoin d'un gouvernement et on déclenchait la chute du gouvernement. Et l'histoire institutionnelle du Cameroun, justement, est aussi une histoire qui évolue en fonction des contraintes. On a vu, après une longue période de régime monolithique où le Parlement a été à un moment... je ne vais pas dire bâillonné, nous sommes entrés dans une phase de démocratisation où il y a une phase même d'apprentissage qui a eu lieu à un certain moment où on a demandé à un Parlement qui devait s'adapter, de gérer des questions de mutation du contexte socio-politique. Donc, moi, je pense que lorsque les parlementaires aussi gagneraient à lire l'histoire institutionnelle du pays. Et rester dans l'histoire. Non, pas dans l'histoire, parce que les institutions sont le produit d'une histoire. Quand on va lire l'histoire, l'autre côté, merci. Alors, honorable. Si c'est à ce côté parlementaire. Parlant justement de cette enquête parlementaire, on va dire c'est une prérogative pas utilisée ou mal utilisée par les députés ou par les parlementaires. Ben, parlant de ces enquêtes parlementaires, je veux dire que cela obéit totalement au mode de fonctionnement de notre Parlement. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une très faible production. Et on l'a compris. Nous avons une très faible production. Ceci étant donc, pour répondre à nos amis, je serais tenté de dire, comme l'a dit un homme politique français, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Alors, je voudrais, parce qu'il y a l'autre prérogative pas utilisée par les députés, et on l'a évoqué ici, c'est la proposition de loi. Toutes les lois presque sont issues de la seule source de l'exécutif. Qu'est-ce qui fait problème, selon vous? Mais ce n'est pas le monopole du Parlement camerounais. Hein. Regardez un peu ce qui se passe dans le Parlement très très évolué. Il y en a aussi où ça se passe bien. Bah, enfin, je dis qu'on n'a pas le monopole. Je vous ai dit que la production parlementaire est faible. Cela est dommage. Je pense que cela doit faire partie des réformes pour améliorer les performances du Parlement. Ceci étant, mais il y a d'autres problèmes en fond. Il y a d'autres problèmes en fond, je le disais tout à l'heure là. Nous avons de plus en plus des problèmes qui sont d'une complexité extrême. Des problèmes de fiscalité, des problèmes environnementaux, des problèmes climatiques.
tous ces problèmes requièrent une réelle expertise. Et cette expertise-là, vous savez, quand on devient député, on ne devient pas à la fois fiscaliste, juriste, médecin, climatologue. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Je pense que les parlementaires, les députés, les parlementaires sont très peu secondés et aidés. Dans tous les grands pays, et je parle sous votre contrôle, dans tous les grands pays, la plupart des parlementaires sont secondés par de très bons assistants. Et quand il n'y a pas d'assistants, par des think tanks. Alors, vous voulez qui font le travail technique à faire. Vous voulez donner raison à ceux qui pensent, qui mettent en doute la formation ou la capacité de nos parlementaires à bâtir dans les règles de l'art une proposition de loi? Je n'ai pas dit cela. Je vous ai tout simplement dit que les problèmes sont complexes. Parce que les problèmes sont complexes, ils méritent un accompagnement qui est tout à fait aussi affiné. Si ces parlementaires, même quand on est très bon, quand on est docteur en droit, il est très très difficile de vouloir se mettre sur un problème de fiscalité. Il est très très difficile de vouloir se mettre sur un problème qui concerne le climat. Ou même sur d'autres types de problèmes qui sont d'ordre géostratégique et géopolitique. Donc je pense que chacun doit faire son travail et pour pouvoir bien le faire, il faut être aidé, il faut être accompagné. Ceci est indispensable. On va faire un dernier tour de table pour que chacun donne une proposition. Et justement, je voudrais commencer par vous, Maître Christophe Ndong. Que peut le Parlement camerounais dans ce dialogue inclusif annoncé? Le Parlement camerounais vraiment devait d'abord faire une enquête parlementaire avant de connaître le problème profondément parce qu'ils ont refusé depuis 3 ans de mettre ça sur l'ordre des jours. Donc ça veut dire que ce problème n'est pas encore discuté au sein du Parlement. Donc il faut d'abord discuter ça, sortir la vérité sur la situation qui prévaut dans notre pays avant de proposer des suggestions, des solutions, comment on peut aborder et revenir à un dialogue inclusif et total pour mettre fin à ces problèmes. Sans ça, vraiment, ils perdent leur temps là-bas à l'Assemblée nationale. Parce que nous connaissons tous, je viens de dire tout à l'heure là, beaucoup d'entre eux, on les a mis seulement pour mettre. Certains ne connaissent ni lu ni écrit. Pardon, je vous et là, vraiment, je vous dis c'est la vérité. Quand je vais laisse-moi finir, il ne connaît pas ni son droit jusqu'à la gauche ou la gauche jusqu'à son droit. Donc là, ils sont là pour applaudir et c'est fini. Ils sont dans une ligne. Parce qu'il y a un terme qu'ils utilisent, la ligne politique de votre parti. C'est ça que vous suivez. Merci, ce n'est pas le peuple camerounais. Sénateur Kemende, la dernière sortie du sénateur doyen d'âge du Sénat, Chief Victor Moukete, était parlante. Le cadre, pour vous, était bien choisi. Que peut le Sénat spécifiquement pour ce dialogue annoncé dans le sens de la résolution de la crise? C'est pour se mettre à côté de la vérité. C'est pour se mettre à côté de ce qui est bon contre ce qui est mauvais. Si on pose un acte, si on demande une enquête parlementaire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bon? Si la réponse de toutes ces deux questions-là, c'est oui, oui. Donc il faut qu'on aille cette enquête parlementaire pour que vraiment on peut avoir le résultat et agir en vertu de ce résultat. Donc il ne faut pas regarder ce qui est derrière cette idée-là, de choisir, de demander cette enquête parlementaire. Il ne faut pas regarder si c'est SDF qui demande ça, ou c'est UPC qui demande ça, ou c'est UNDP qui demande ça. Il faut se poser cette question. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bon? Si les réponses sont oui, il faut y faire. C'est tout. Alors Yannick Kenge, que peut le Parlement quelle est la contribution que le Parlement peut donner pour ce dialogue inclusif? Oui, je vais être un peu plus technique. Dans un système politique, les parlementaires sont ce que David Easton appelle les gatekeepers, les portiers. Généralement, dans certains cas, ce sont ceux qui amènent certains problèmes privés sur la scène politique pour être débattus dans le cadre de l'instance délibérante, mais c'est également une structure de légitimation. C'est-à-dire que lorsque le problème est posé, et le Parlement vote la loi, et le fait de voter cette loi, le Parlement légitime. Donc les questions liées au dialogue inclusif, c'est
C'est cela. Généralement, le Parlement a son rôle à jouer parce que le Parlement, en tant qu'instance de légitimation, instance de production de la norme qui organise la société, devra forcément participer au profilage de tous les processus qui seront mis en place dans le cadre de ce dialogue. Alors, honorable. Oui, je voudrais, le professeur a donné une réponse qui était effectivement technique. Je vais essayer de donner une réponse qui soit un peu plus accessible. Dans cette crise-là, le Parlement doit pouvoir assurer le relais. Le relais entre les gouvernés et les gouvernants, entre les populations et le gouvernement. Pourquoi? Parce que je place des choses sur 3 niveaux. Vous avez un palier dans un dialogue. Vous avez 3 paliers dans un dialogue. Vous avez les pouvoirs, qui sont les politiques, vous avez la société civile, vous avez les communautés. Je pense que pour réussir un dialogue, il faut que tous ensemble, tout ce mix-là, se mettent ensemble. Et je pense que la bonne courroie de transmission, c'est le Parlement. Merci, cher monsieur, d'être venu discuter avec nous ce soir. Richard Enama et Lionel Kepse étaient à la caméra. Mixage Léonard Dombou, plateau Thierry Camto, réalisation parfait Zambo. À mardi prochain pour une autre émission Mosaïque. Non, je donne la carte. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme. Oui, pour la paix. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, non, 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 jamais, jamais la guerre. Notre diversité linguistique, ethnique, culturelle est plus qu'une richesse. Jamais, jamais la guerre. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme. Oui, pour la paix.